Bonjour et bienvenue au Festival de Ménigout 2023. J'ai le plaisir de recevoir Cédric Marteau, qui est directeur du pôle de protection de la nature de la LPO, qui est la Ligue de protection des oiseaux. Donc ça fait beaucoup de protection, il y a beaucoup de boulot, j'imagine. Bonjour Marc, effectivement il y a beaucoup de boulot à la LPO et je suis très heureux d'être invité pour en parler. Alors on va parler d'un problème d'actualité qui est la grippe aviaire, qui doit vous poser des problèmes dans les centres de sauvetage, j'imagine, dans les réserves, un peu partout, parce que vous manipulez quand même des oiseaux. Alors effectivement on a connu l'an dernier et cette année encore le plus gros phénomène de grippe aviaire à l'échelle de l'Europe, hein. On est dans une contamination européenne mais c'est la France qui est la plus concernée et pour la première fois on a eu un dégât très très important, une mortalité très très forte sur les oiseaux et notamment les oiseaux marins, mais aussi les rapaces, donc deux sources de contamination. Les vautours fauves dans le Massif central ont été contaminés avec une forte mortalité des poussins. Et puis les fous de bassin, où là on a connu sur la colonie de Rouzic, hein, à l'intérieur de la réserve naturelle des Sept-Îles, une mortalité très forte des adultes. 50% de la population adulte est morte et 99% des poussins sont morts. Donc vraiment une année de reproduction complètement foutue sur la seule colonie de fous de bassin qu'on connaît en France. Oui, ça fait beaucoup de dégâts et dans des populations fragiles. Les questions qu'on se pose toujours, c'est par rapport à nous, je suis désolé. Est-ce que ça peut contaminer des humains quand on sauve des oiseaux, quand on les ramasse? Alors, ça ne peut pas contaminer des humains. En tout cas, les phénomènes sont très très rares. La grippe aviaire H5N1 notamment est apparue, puisque c'est de ça que l'on parle, est apparue depuis 1995 en Asie. Il y a eu quelques mortalités d'hommes, hein. C'est une maladie extrêmement létale, c'est une grippe. Mais on n'a pas connu pour le moment sur le territoire national des contaminations. En revanche, évidemment, ça demande de prendre toutes les précautions aujourd'hui dans les centres de soins, tu le disais, mais aussi les agents des réserves, lorsqu'ils vont capturer les oiseaux pour les marquer, les baguer, poser des balises Argos. Ils ont une obligation aujourd'hui de porter un masque, une combinaison et des gants. Donc on est très très prudent et ça demande évidemment d'être le plus précautionneux possible pour éviter évidemment de contaminer d'autres espèces, mais aussi de se contaminer soi-même. Ah oui, j'ai vu un fou de bassin mort sur les plages de Normandie, et des goélands aussi d'ailleurs, et je ne savais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut le signaler? De toute façon, pas y toucher, mais que faire? Alors on a un réseau de veille sanitaire à travers l'OFB, l'Office français de la biodiversité porte ça à travers le réseau SAGIR. La LPO évidemment est partie prenante de ce réseau et donc on alerte pour qu'un ramassage soit effectué, des tests soient effectués, considérant évidemment qu'une fois que la détection est faite, il y a un périmètre de sécurité de 5 km qui peut être proposé par le préfet et qui donne du coup des mesures très restrictives sur les élevages. Parce qu'on sait très bien qu'une fois que la contamination est faite sur la faune sauvage ou dans les élevages, que les contaminations se font de part et d'autre et donc il faut évidemment prendre toutes les mesures. Donc dans le cas précis, ne pas ramasser l'oiseau, mais téléphoner à l'OFB qui se charge de faire la récupération de la mortalité des oiseaux morts. Et on soupçonne bien que ça, c'est beaucoup les élevages intensifs qui sont des réservoirs. On imagine bien. Alors effectivement, la grippe aviaire a toujours été présente, y compris dans la faune sauvage, mais on avait des toutes petites épidémies et donc les groupes d'oiseaux mouraient, mais il n'y avait pas de surmortalité. Là aujourd'hui, on a une lecture sur le fait que les élevages industriels maintiennent de manière permanente les virus dans les formes les plus virulentes qui existent. Et évidemment, ça se fait des renvois en ping-pong entre la faune sauvage et l'élevage industriel, sans rupture. Donc la contamination est de plus en plus forte, hein. Elle touche de plus en plus d'espèces. Au début, c'était surtout les canards, les cygnes, etc. Aujourd'hui, même les rapaces, type les vautours, j'en parlais tout en introduction, mais les vautours sont des cul-de-sac épidémiaux, ça veut dire ils sont en capacité, c'est des charognards, donc ils mangent principalement des oiseaux morts, ou en tout cas des animaux morts. Et lorsqu'ils mangent une brebis morte ou un cerf qui est mort de maladie, ils ne vont pas se contaminer. Or là, pour la première fois, au niveau mondial, hein, puisque c'était une donnée mondiale, la bactérie, enfin en tout cas pardon, le virus était tellement fort qu'il a arrivé à contaminer les vautours fauves. Et donc cela a vraiment des incidences aujourd'hui dans la virulence aussi de ce virus. Alors on va rester dans les oiseaux.
Et on va regarder un extrait d'un film qui s'appelle Secret Life of Tits. Tits voulant dire mésange, bien sûr. Le pic-et-pêche a encore du mal à trouver des vers et des insectes. Il se contente de noix de l'année précédente. Les troupes hivernales de mésanges se dispersent avec la hausse des températures. Il est temps de former des couples. On a bien vu des mésanges à la fin, donc c'est un excellent film qu'on vous conseille et qui passe au FIFO 2023. Alors Cédric Marteau, on parlait de la grippe aviaire et des fous de bassin. Tu avais des choses à rajouter sur les fous? En fait, sur les fous de bassin, donc il y a eu la mortalité l'an dernier. Ce qu'on a constaté cette année, là les derniers poussins de fous viennent de partir. On n'a pas eu de mortalité du tout de grippe aviaire cette année. Donc sur ces réunions de reproduction, évidemment, avec seulement 50% des adultes qui restaient, puisque l'année dernière, on a perdu 50% des adultes. Donc cette année, on a une colonie qui a été divisée quasi par deux. On est passé de 19 000 couples à 9 000, 10 000 couples au maximum cette année. Mais la saison de reproduction a plutôt été bonne. Et on a constaté de quelque chose d'assez surprenant, c'est que les fous de bassin ont les yeux bleus. Et en fait, on a constaté que des oiseaux avaient les yeux noirs, mais noirs très, très profonds. Et en fait, les scientifiques du CNRS viennent de démontrer que ce sont des oiseaux qui avaient été contaminés l'an dernier, qui ont été porteurs à un moment donné de H5N1, qui ont survécu à la maladie et qui ont eu pour transformation de perdre la couleur de leur pupille qui était bleue et passer au noir. Alors ils perdent le bleu, mais ils gagnent la vie. Ils gagnent la vie, on ne sait pas si ça a une incidence sur la vision. Ça, on ne l'a pas mesuré. On a vu pour le moment quelque chose de physique, c'est-à-dire une coloration qui s'est transformée, mais on n'a pas encore d'études très précises, ce sera les prochaines étapes, pour voir si ces oiseaux ont gardé la même vision ou si au contraire la vision a été altérée. Et il y a quand même un espoir qu'il y ait quelques mutants ou quelques oiseaux résistants qui vont... C'est ce qu'on espère, ouais. Marc. On espère effectivement qu'il y a des formes de résistance. On peut imaginer que les fous de bassin avaient été contaminés pour la première fois, avaient été concernés pour la première fois sur ce virus H5N1, d'où cette forte mortalité. On peut imaginer, on l'espère, que certains individus, c'est ce que prouvent les scientifiques, ont résisté et donc qu'ils seront potentiellement plus résistants sur des autres formes d'attaque. On sait que H5N1 évolue très vite, il y a du H5N7, il y a du H10N1 maintenant qui apparaît, notamment en Chine. Et donc on voit que c'est un virus qui va très vite, qui évidemment se transforme en permanence, mais on peut espérer effectivement que les fous de bassin seront plus résistants sur des contaminations potentiellement à venir. Parce que d'un point de vue darwinien, l'intérêt, entre guillemets, du virus, c'est pas de tuer tous ces autres, c'est quand même de résister, de rester. Complètement. Donc là, alors évidemment, pour la conservation pour nous et pour ce qu'on porte comme sensibilité, toi et moi, Marc, quand on sait les fous de bassin d'où ils reviennent, que pour avoir 19 000 couples, on gagne des dizaines de couples année après année, et que d'un coup, on en perd plusieurs milliers en une seule fois. Ouais, c'est un drame. C'est un drame, forcément, pour la conservation, et notamment au niveau européen, parce que je parle de la colonie de Rouzic en Bretagne, dans le Trégor, sur les 7 îles, mais les colonies ont été touchées également en Écosse, en Grande-Bretagne, sont les plus fortes colonies d'Europe, et ils ont connu la même diminution, 50% des populations adultes sont mortes. Et ils n'avaient pas besoin de ça, bien sûr. Quelques campagnes de la LPO avant de terminer? Alors, campagne de la LPO, cette année, on a fait une campagne sur les présumés coupables, sur les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Les ex-nuisibles. Les ex-nuisibles. On connaît bien ça à l'ASPAS. Ben voilà, c'est des choses qu'on partage. Un badge LPO, moi j'ai un badge de blaireau. Exactement, mais c'est des choses qu'on partage avec l'ASPAS, c'est même les mêmes combats. La difficulté, évidemment, c'était
d'essayer de convaincre de ne pas renouveler ce maudit arrêté que le ministre en charge de l'environnement prend tous les 3 ans et qui permet de détruire des espèces qu'on classe comme exotes, comme nuisibles. Nous n'avons pas réussi. Malheureusement, l'arrêté a été renouvelé. Il est devant la justice aujourd'hui. Aspas et LPO l'ont attaqué. Et donc, on est dans un nouveau match juridique. Ça a quand même permis cette campagne de sensibiliser très largement sur ces espèces. Et on a des études maintenant, d'autres chercheurs travaillent là-dessus. La FRB, la Fondation Recherche Biodiversité, a lancé plusieurs études, notamment une qui montre qu'il n'y a pas de relation entre les massacres qui sont perpétués sur ces espèces et la diminution des dégâts. Il n'y a absolument rien de corrélé. Et donc le combat continue, évidemment, et on espère... la science nous donne raison depuis longtemps, d'ailleurs. Malheureusement, la science n'est pas très écoutée, on le sait, mais il faut persévérer et j'espère que le recours juridique portera ses fruits. Merci beaucoup, Cédric. Merci, Marc. Au revoir à tous.